Alors, bonjour pour cette nouvelle émission de MPCM. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un homme de joie, Eric Wouta, qui a répondu favorablement à la demande de MPCM. Et puis, pour préparer, non pas avec lui, puisque comme les autres, il ne connaît que la question des livres que nous allons aborder tout à l'heure, je me suis posé une question, ou plutôt je l'ai posée à ChatGPT. Et je me suis demandé quel livre ChatGPT nous proposait sur la joie. Et je dois dire que la réponse qui m'a été donnée est assez sympathique. C'est-à-dire que le premier livre, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je pense que Eric Wouta pourrait le conseiller aussi comme un livre remarquable. Hein. Exceptionnel. Le deuxième que je conseille à tout le monde, et en premier lieu, j'ai envie de dire aux avocats, aux hommes de justice et à tous ceux qui doivent travailler avec les gens, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je suis sûr que mon invité les a lus. J'aime beaucoup. Voilà, oui, j'aime beaucoup. Et le dernier, alors, c'est aussi un livre qui nous entraîne sur une vision de la joie et de la compassion. C'est le livre de la joie de Desmond Tutu et le Dalai Lama. D'où ma première question à Eric Wouta, qui n'est pas ChatGPT. C'est quoi les livres de la joie ou des livres que recommande Eric Wouta à nos auditeurs? Alors, il y a beaucoup de livres qui me touchent. Je suis un passionné de toute la littérature et la littérature ouvre sur l'univers, sur le monde. Et là, je me suis permis de prendre 3 livres parce que c'est la règle du jeu. Hein. Alors, j'ai respecté je vais dans l'ordre. Le premier qu'il nous propose, c'est donc de Frédéric Lenoir, La puissance de la joie. Pourquoi? Voilà. Parce que Frédéric Lenoir, il m'inspire beaucoup. Il a eu la chance, ou on a eu l'honneur de l'avoir dans notre documentaire Les Chercheurs de Joie, qui est une association qui met en valeur la joie dans notre société. Et Frédéric Lenoir cite beaucoup Spinoza. Spinoza parle de la joie active et de la joie passive. Alors, la joie active, c'est la joie qu'on muscle tous les jours. On peut la muscler tous les jours. Et la joie passive, c'est la joie qu'on espère. Par exemple, on espère bientôt partir en vacances dans 2 semaines, où là, on est proche de Carnaval. On dit à Carnaval, on aura des vacances magnifiques. Et tout d'un coup, les vacances ne passent pas du tout comme on a prévu. Et ces vacances-là, elles partent en vrille, on dira comme ça. Et on est dans des déceptions. Et ça, c'est cette joie passive. Qu'on espère des joies, mais on ne les a pas du tout. Et ça me passionne, et tous les écrits de Frédéric Lenoir me passionnent. Et le deuxième, c'est un livre en allemand, pour une personne qui n'est pas allemande en fait, hein. Je ne sais pas si elle parle l'allemand. De langue maternelle anglaise, elle parle très bien le français. Laura Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin, qui est à l'entrée de l'index, hein, que vous avez abordé tout à l'heure. J'ai découvert ça tout à l'heure. Ouais. C'est Lachen ist der erste Schritt zum Glück. Le sourire est le premier pas vers le bonheur. Alors, qu'y a-t-il dans ce livre, en gros, qui fait que, en tout cas, nos amis alémaniques devraient le lire? Alors, la première phrase de Charlie Chaplin, c'est « Une journée sans sourire est une journée perdue ». C'était sa devise. D'ailleurs, il a fait des films magnifiques. Et le but, c'était de faire sourire les gens, mais il a une vie très difficile. Il a connu la pauvreté dans sa jeunesse. Et après, c'était sa mission de vie, c'est de faire sourire les gens. Et moi, ça m'a passionné. J'ai eu la chance je le dis dans notre documentaire sur la joie, ma maman, elle m'a fait une magnifique toile à 4-5 ans, qui est toujours dans ma chambre aujourd'hui, sur Charlie Chaplin et le Kit. C'est il y a 100 ans en arrière, ce film date d'environ 100 ans en arrière. Et ce film est exceptionnel. Et c'est aussi un peu l'histoire, la biographie de Charlie Chaplin. Et Laura Chaplin, c'est devenu une amie depuis des années. Et elle a eu la gentillesse de témoigner dans mon 2e livre qui traite sur les rêves, pas assez de rêves. Et alors, le 3e livre que vous avez proposé, que vous avez amené ici, alors il me plaît bien parce que je pense qu'il doit peut-être plu également à Lacan, c'est de Isabelle Alexandrine Bourgeois, donc elle a la joie déjà dans son patronyme, et ça s'appelle La route de la joie, par Dame Bourgeois. Alors, qu'y a-t-il à retenir de ce livre qui fait qu'aujourd'hui vous le proposez en lecture? Je le remontre. Alors, cet ouvrage m'a beaucoup touché, parce que Isabelle, elle est partie à la rencontre des gens, et elle est partie à la rencontre de l'humain pour découvrir qu'est-ce qui amenait de la joie à tout le monde.
Et elle a eu la gentillesse aussi de témoigner dans nos documentaires sur les chercheurs de joie. Et au final, tous les orateurs de nos documentaires disent que la joie, c'est le partage. Et elle est partie à la rencontre des gens pour partager, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les met en joie. Et voilà, son livre est rempli de trésors, de témoignages de gens magnifiques qu'on ne connaît pas. Et ce livre-là, je peux le conseiller à toutes les personnes qui suivent cette vidéo, parce que quand on découvre ce livre, on dit, des fois, ça ne nous tient pas grand-chose de passer de la joie à l'espoir, au désespoir. Ouais. Alors, quand vous êtes arrivé là tout à l'heure, il y a un truc qui m'a sauté contre, c'est que nous avons décidé de absolument pas parler de politique. Et quand j'ai voulu décider moi-même, parce que c'est moi qui ai choisi ce sujet, je me suis dit, mais Éric Bouta, je vais faire un sujet sur la joie. Et je ne savais pas, enfin je n'avais pas intégré l'idée de l'association Les Chercheurs de Joie. Je ne savais pas que c'était donc, on va dire que c'est ce mot, ce signifiant joie qui flotte dans l'air, qui a fait que Éric Bouta nous parle de la joie aujourd'hui. Alors, la première question un peu sérieuse à poser, c'est qu'est-ce que la joie pour Éric Bouta? Ben, la joie, c'est justement le partage. La joie, les philosophes l'ont écrit, il y a des livres merveilleux sur la joie, mais au final, la joie, pour chaque personne, c'est différent. On est tous différents devant ce thème. Il y a des gens qui vivent, et on parle aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si c'est intemporel ou on peut dire une date, mais il y a des désastres ou des guerres dans le monde. On parle de la guerre en Ukraine, où c'est dramatique pour la population, mais dans le monde, actuellement, il y a 60 grands conflits. Ces conflits ne peuvent pas mettre en joie personne. Et nous, dans nos documentaires sur l'association Les Chercheurs de Joie, on a la chance d'avoir la présidente de Graines de Paix, Madame Delia Maman, qui a eu la gentillesse de témoigner dans mes 2 livres, Pas assez d'espoir et Pas assez de rêve. Et pour moi, c'est une personne exceptionnelle, parce qu'elle se dévoue depuis 20 ans pour améliorer la paix dans le monde. Et elle, pour ma part, je trouve qu'elle a tout compris, c'est-à-dire, si on est en harmonie avec les gens, si on est dans la joie, on rayonne et on fait rayonner notre entourage. Alors aussi aujourd'hui, c'était un plaisir de vous rencontrer, parce que ça fait longtemps que j'espère échanger avec vous, et en plus sur le thème de la joie, c'est magnifique. Et c'est de dire, ben, qu'est-ce qui met en joie en Valais, en Suisse et dans le monde. J'aime bien cette idée, après le livre de Bourgeois, que Riant invite la joie de Bouta. Ben, c'est pour ça que j'ai accepté. Après le père Nicolas Butet, que j'ai eu la chance de rencontrer tout jeune, j'étais tout petit comme ça quand je l'ai rencontré, et j'ai été très touché par son témoignage. Voilà. Alors, quand j'imaginais un peu le chemin de cette discussion, je me suis dit que récemment, dans l'actualité, il y avait maître Sébastien Fanti qui avait créé dans son étude un Chief Happiness Manager. Alors, pour être clair, on n'est pas dans la joie, on est dans le responsable du bonheur. Le responsable du bonheur. Quelle différence vous faites entre le bonheur et la joie? Et comment, peut-être répondre d'abord à ça, comment vous avez aperçu certains nommeraient ça une facétie, enfin cet acte professionnel de Maître Fanti? Alors bon, comme tous les jours, je lis le Nouvelliste, et quand j'ai vu cet article, ça m'a mis en joie. J'étais joyeux parce que voilà, j'ai eu la chance, et peut-être beaucoup de Valaisans ne savent pas, mais j'ai fait une formation avec Maître Fanti à l'université de Genève. Je ne connaissais pas auparavant, ou juste de nom, comme on lit le Nouvelliste. Ben, vraiment, j'ai dit, il a une bonne idée. Vraiment, c'était une bonne idée, parce que si on a la joie dans les entreprises, ben, de nouveau, la joie, ça fait rayonner les gens. On arrive et Laura Chaplin le dit dans son livre, et que je le conseille à tout le monde, malheureusement aussi, pour répondre à votre première question, il est en allemand, parce que Charlie Chaplin était très aimé en Allemagne. Il devait être traduit en anglais et en français, et pour le moment il n'est pas, mais j'espère qu'il sera traduit. Et pour revenir à Maître Fanti, il a proposé quelque chose, et je ne sais plus combien il a eu de postulations, mais un nombre exceptionnel. Et au final, il a trouvé les bonnes personnes. Et je me réjouis de discuter peut-être dans 1 année ou 2 ans avec lui pour qu'est-ce que ça a apporté à son étude et à ses employés. Et je me réjouis que le Nouvelliste refasse un reportage sur lui dans 6 mois, 1 année, pour dire est-ce que ça apporte aux gens, et je suis certain du fond du cœur que ça va apporter. Je me suis posé la question là, à moi-même, hein,
quelle différence je faisais entre la joie et le bonheur, et je mettrais la joie du côté de l'instantané, du moment, et le bonheur plus dans la durée. Oui, alors... Quelle distinction vous feriez entre ces deux mots? Alors je suis d'accord avec vous, mais si on lit La puissance de la joie, que vous avez mis en premier dans votre présentation, c'est que Frédéric Lenoir dit la joie c'est un muscle. Plus on muscle, comme quand on fait du fitness, hein, moi j'en fais pas beaucoup, j'aime beaucoup le vélo, mais moins le fitness, mais plus on muscle ou plus on fait du vélo, mieux ça va aller. Et pour la joie, lui, il le dit ça. Et Spinoza le disait aussi, c'est que si on met la priorité sur la joie active, si on est dans l'action, puis on est actif, on occulte les joies passives qui vont nous donner de la joie, mais juste du désespoir par la suite. Si on est dans la joie active, il y a tout qui s'ouvre. Et dans notre documentaire sur la joie, de nouveau avec l'association Les Chercheurs de Joie, on a Pat Burgener, qui est un snowboarder connu en Valais, un musicien exceptionnel pour ma part et pour la part de beaucoup de monde. Et lui, il dit, quand tu commences une journée joyeux, il y a tout qui s'ouvre, il y a ton entourage qui est joyeux et tout. Et si on tire la tranche, comme à l'époque, mais on a dit qu'on ne parlait pas de politique, mais en politique, des fois, on voyait des gens tristes et tout. Et ce qu'il y a, c'est que si on tire le visage et tout, on rend notre entourage malheureux. Alors je me suis dit, il faut apporter une bonne idée à cette émission. Puis je me suis dit, mais finalement, on devrait proposer, par rapport à la chancellerie et au gouvernement, un bureau cantonal de la joie. Qu'est-ce que vous pensez? Un bureau cantonal de la joie. Ça me fait plaisir que vous parliez de ça. Pourquoi? Parce que notre association avait cette mission de s'inspirer du bonheur national brut qui est au Bhoutan. Alors peut-être juste expliquer qu'est-ce que c'est le bonheur national brut. Ça, c'est assez important. Alors, ça vient parce que ne pas confondre le PIB, voilà, produit intérieur brut, dont on connaît plus ou moins le mode de calcul. Qu'est-ce qui distingue le PIB, notion très économique, financière, commerciale? C'est l'économie totale. L'économie totale par rapport au bonheur intérieur brut. Exactement. Le prince du Bhoutan voulait une harmonie dans sa population et le bien-être de sa population. Et il a proposé le bonheur national brut. Bonheur national brut. Voilà. National brut, ça va encore plus loin, vous pouvez chercher sur Wikipédia, il y a le bonheur national net. Ce n'est pas les mêmes choses, mais au final, c'est 4 piliers. C'est le respect de l'humain, respect des cultures, respect des autres, du tourisme, et le Bhoutan limite le tourisme. Et c'est passionnant. Et aujourd'hui, on a la constitution valaisanne qui est totalement en réforme. J'ai suivi ça de A à Z. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des débuts de discussion sur est-ce qu'on met le bien-être de la population, c'était le mot bien-être de la population en valeur. Et justement, je pense que la joie et le bonheur de notre population doit commencer à l'éducation, c'est-à-dire dans les écoles. Et si vous parlez d'un bureau, ça me fait plaisir, je signe tout de suite. Après, je sais pas. On va lancer une initiative, le bureau cantonal de la joie, pour forcer en quelque sorte intelligemment les politiques à penser différemment. C'est très intéressant d'échanger avec vous aujourd'hui sur ça. Et alors là, une question plus personnelle, disons. Ces derniers temps, c'est quoi votre moment privilégié où vous dites, là, j'étais en état de joie? Un truc concret. Alors, depuis tout jeune, d'ailleurs, je vous ai pris 2 cadeaux. C'est le livre Passé d'espoir et Passé de rêve, que peut-être je vous laisse à votre étude. Comme ça, c'était un plaisir de découvrir votre étude. Et depuis tout jeune, le livre Passé d'espoir, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, fini à l'âge de 18 ans. Et je me suis passionné pour la nature. Et je pense qu'on apprend tellement avec la nature, mais si on est dans la nature, et moi j'aime beaucoup le ski alpiniste, la peau de feu comme on en Valais, et le vélo, et la marche. Ça, c'est des moments de joie. Alors, quand vous êtes là, oui, franchement, ça me met en harmonie et ça me permet de respecter la nature. Et si je parle avec mon cœur aujourd'hui, c'est que tous les problèmes dans le monde me touchent. Les 60 guerres dans le monde, ça veut dire pas que l'Ukraine, c'est de nombreux pays. Et cette semaine, j'ai eu la chance d'aller, grâce aux Amis de Verbier, à un documentaire sur la Birmanie et les problèmes de pollution en Birmanie, où vous avez ces microplastiques qui polluent les rivières et la mer et les océans, et vous avez les baleines qui meurent, qui échouent. Et le problème de la population birmane aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent bientôt plus à pouvoir se nourrir comme il faut à cause de la pollution. Et là, vous avez la junte et les problèmes aussi, conflits, guerres civiles. Et il y a dans combien de pays ça? Et
le réalisateur du film a dit, bah voilà, il y a une guerre en Ukraine, on commence à captiver l'attention là-dessus, mais dans le monde, tellement il y a de choses à régler, et si on prend la hauteur et on regarde avec un regard beaucoup plus loin, on regarde avec le regard d'un astronaute, comme ça je vois que là il y a Tintin juste à côté de nous aussi, mais on regarde et on dit mais non bleu, notre terre est magnifique et il faut la préserver. Et quand je suis dans la nature, je dis ici il y a tout qui est magnifique. Et ça me met en joie, parce que là, vous parlez plus de politique, vous parlez plus du travail, vous êtes en harmonie avec la nature. Est-ce que, j'ai noté un mot là, corps, est-ce que ça a un effet corporel aussi, la joie pour vous, ou bien ça se situe, on va dire, simplement dans la psyché? Non, alors si on revient aux 3 livres, et je pense que si on a les auteurs des 3 livres, ils peuvent témoigner comme je témoigne du fond du cœur, c'est que c'est le partage avec les gens. Voilà, juste avant le début de cette vidéo, je vous parlais de notre cycle de conférences, et cette année, le comité de l'association des chercheurs de joie, parce que je ne suis pas du tout seul, et grâce à ça, le cercle s'agrandit, et ça me fait plaisir de vous penser à un bureau de la joie comme ça. Et l'association a sorti ou décidé que le thème cette année, c'était humain relié. Parce que si on est relié et si on se respecte et si on partage, on crée de la joie. On amène de la joie. Et justement, je ne pense pas que la joie, elle est sûrement à l'intérieur de nous, mais si on la partage, elle est encore beaucoup plus belle. Alors, on n'a pas échangé pour savoir ce dont on est parlé, et je remarque que vous avez fait référence au caractère passif et actif. Justement, j'ai noté ici, parce qu'au niveau philosophique, la philosophie de la joie, on va dire, on fait une distinction entre la production active ou la réception passive de la joie. Vous pouvez me dire quelque chose là-dessus? Vous avez déjà abordé ça un tout petit peu tout à l'heure. Oui, ben justement, je pense que chacun doit trouver sa joie profonde. Justement, si on lit le livre de Frédéric Lenoir, il le détaille très bien dans son ouvrage. Et c'est aussi pour ça, parce que si vous regardez, j'ai essayé de prendre plusieurs livres, mais j'ai été limité à 3 livres. Vous êtes obéissant. J'avais pris des 2 jokers, mais voilà, et c'est pour ça qu'on a sélectionné. Mais j'avais pris un passionné de nature aussi dans des autres livres, et chacun doit trouver vraiment sa joie profonde. J'ai eu la chance hier d'aller à une comédie musicale merveilleuse avec des metteurs en scène exceptionnels, et ceux qui sont passionnés de musique, mais ils amènent de la joie aux gens. Et nous, dans nos documentaires, on a la chance d'avoir Laure Barras, qui est une artiste exceptionnelle, qui a créé les concerts du cœur pour aller chanter dans les hôpitaux, dans les homes, dans les prisons, et elle amène de la joie à ces gens. Et quand elle témoigne dans le documentaire, mais les gens, ils ont les larmes qui leur coulent, parce qu'ils disent, mais ce qu'elle fait, c'est exceptionnel. Et c'est ce qu'on a essayé dans le documentaire sur la joie, les chercheurs de joie.com, vous pouvez aller voir sur Internet, où on a des magnifiques témoignages comme Laure Barras. Et ce qu'il y a, c'est qu'on voulait montrer que dans tout domaine, on peut amener de la joie. C'est pas que dans le domaine du sport, c'est pas que dans le domaine de la littérature, dans la musique, mais si on regarde Isabelle Bourgeois, elle a rencontré des gens qui étaient joyeux en jardinant, en aidant les autres, en traduisant dans des camps de réfugiés aussi, comme Delia Mamon aide aussi les gens qui se trouvent dans les camps de réfugiés, la présence de Graines de Paix. Elle dit, si on arrive à créer l'harmonie dans un camp de réfugiés, elle, ça la met en joie, les gens, ils apprennent à se connaître, et c'est exceptionnel. Le mot prochain là qui est sur ma petite liste, c'est l'entourage. L'importance de l'entourage dans le fait de donner de la joie ou de ne pas en recevoir. Oui, c'est très important. J'ai parlé avant de partage, mais justement, si aujourd'hui, moi je ne connais pas votre famille, mais je viens à votre famille, visiter votre famille et je tire la gueule. Vous allez dire, mais celui-ci, il n'est pas heureux et il a un mal-être en lui et tout. Si on rayonne, si on amène la joie, et si on revient à Charlie Chaplin qui a eu des moments difficiles dans sa vie, mais il a toujours essayé d'amener la joie, que sa devise c'était « Chaque journée sans sourire est une journée perdue », alors il savait qu'il devait amener de la joie aux gens, et il rayonne, et il est encore dans nos mémoires aujourd'hui. Et les gens qui rayonnent, comme Gandhi ou Nelson Mandela, qui ont eu une ligne, qui sont battus pour leurs valeurs, ils rayonnent encore aujourd'hui. On parle d'eux. Comment on passe d'états intimes très difficiles à cause des circonstances de vie à cette capacité
à engendrer et à avoir en soi-même de la joie? Ben, je pense que c'est les circonstances de la vie. Le premier livre que j'ai eu la chance d'écrire, c'est de l'âge de 8 à l'âge de 18 ans. Mais dans ce parcours de vie, j'ai perdu mon papa. À une situation j'ai noté les moments de galère, justement. Ah. Comment on passe des moments de galère, qui ne sont pas joyeux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, à cette capacité à peut-être... Est-ce que l'oubli joue quelque chose dans la joie ou bien pas? Ben justement, je pense que si on vit dans notre vie de tous les jours des moments joyeux, c'est des fois éphémère, mais on les aime. Et quand on partage ou quand on vit des moments douloureux, il y a peut-être l'entourage qui nous aide, il y a nos passions qui nous aident, et puis aussi la mémoire des gens, ben parce que les gens qu'on a connus, souvent ils étaient joyeux. Mais il peut arriver des moments très douloureux, comme partout. Hein. Si à l'heure où on parle, en Turquie, Syrie, il y a eu des moments très douloureux où on parle de presque 40 000 morts, ben voilà, là c'est des moments très difficiles. Et je dis tous les jours, j'essaie de vivre le moment présent. Essaye de dire que chaque jour est une nouvelle... Mais le dernier moment joyeux que vous avez vécu, c'est quoi dans le temps, le plus proche c'était aujourd'hui à midi. On a partagé avec du monde et on a partagé des valeurs et c'était exceptionnel. Mais voilà, après si on espère qu'il y ait... Partage des valeurs, ça fait partie de la joie. Oui. Ben oui, parce que... Donc il faut fréquenter des gens qui ont plus ou moins les mêmes valeurs que soi. Alors. Ah non, je pense pas, on peut échanger avec tout le monde. Mais pas dans la joie, ou bien dans la joie? Oui, alors après, c'est toujours... Je reviens à Pat qui dit, si tu choisis aujourd'hui, ce matin, d'être joyeux, tu vas rayonner et être joyeux. Il nous le dit dans le documentaire, il dit, la joie, c'est même de couper les carottes. Ça peut te mettre en joie. Ça dépend tout comment tu décides de couper la carotte. Il y a un effet corporel, que quand on est certain d'être dans un état de joie, est-ce qu'il y a un effet corporel? Alors là, je ne veux pas parler, je ne suis pas dans la médecine ou comme ça. Pour vous. Mais souvent, on découvre les gens joyeux. On passe dans la rue, comme ça, on voit les gens qui sont tristes. Souvent, je ne peux pas parler vraiment pour toute la population, mais si les gens regardent le trottoir, qu'ils n'osent pas vous saluer, ou ils ne sont pas, on voit ça. Et je pense que, voilà, déjà, si on a, alors, avec ce bureau de la joie que vous avez proposé, mais si on va voir s'il aura dit dans l'éducation à nos jeunes, et avant il y avait le respect de l'enseignant, il y avait le respect du politicien. On a dit qu'aujourd'hui on ne parlait pas de politique, il y avait le respect de monsieur le curé, comme ça fait un clin d'œil à votre ancien orateur, monsieur le père Nicolas Butet. Il y avait un respect, et là si on apprend aux gens à saluer les autres avec de la joie, ça change totalement. Je me suis demandé, je fais un petit aparté, je me suis demandé quel était le dernier moment de joie que j'avais. Et puis en fait, là, je voudrais dire que dans le cadre d'une plaidoirie, j'ai assisté à une plaidoirie d'une consoeur dans une histoire de réfugiés qui m'a mis en joie. Parce que, quand vous avez dit, j'ai pensé qu'il y avait un système de valeurs qui était le même que le mien, et puis des mots à la fois fermes et justes par rapport à la situation qui ont probablement peut-être convaincu le magistrat. D'ailleurs, nous étions dans le même camp, disons, hein, on défendait deux étrangers, qui a probablement convaincu le magistrat d'acquitter complètement ces deux prévenus du Kosovo. Mais j'avais l'impression effectivement que ces mots, dits avec sa personnalité, qui ne sont pas les miens, rentraient complètement en concordance avec, alors qu'on ne se connaît pas, je ne l'ai jamais rencontrée, c'est la première fois que je la voyais dans un prétoire, et il y avait ce référent de valeur qui fait que ce moment-là, qui était un petit moment, ben oui, je me suis dit ça c'est un moment de joie professionnelle, très tardif, parce que ça m'est arrivé, j'arrive à la fin de ma carrière, mais ça m'est arrivé très rarement d'avoir ce positionnement par rapport à quelqu'un qui était dans le même tribunal. C'est des moments exceptionnels. Oui, exact, oui. Moi, je pense que c'est des moments exceptionnels. D'ailleurs, je l'ai félicité publiquement. Et je crois que le magistrat, c'était au tribunal de Sion, qui a assisté à ce moment-là, a dû ressentir la même chose. Votre projet de joie, là on est dans le futur,
C'est quoi votre projet de joie où vous dites, voilà, j'organise quelque chose qui, me semble-t-il, peut me mener vers des moments de joie? Alors justement, avec le réalisateur des Chercheurs de joie, qui est un documentaire que vous pouvez trouver, qu'on peut publier dans les écoles, on est en train de faire une tournée dans les écoles. Est-ce qu'il est sur la toile, sur le net? Oui, leschercheursdejoie.com. Okay. Ouais. Donc on va recommander les chercheurs de joie. Ah ben ça ferait vraiment plaisir. Ouais. Et justement, le réalisateur, il a dit, on ne va pas faire qu'un documentaire. La genèse de ce documentaire, c'est le livre sur les rêves, où j'ai eu la chance, avec mon vélo, de partir à la rencontre de gens exceptionnels, dont Laura Chaplin, dont Frédéric Lenoir, dont Isabelle Bourgeois, dont Adolphe Guy, qui a créé une fondation Freud et Herscht, qui est aussi une traduction de l'allemand, La joie de vivre, en hommage à son fils qui est décédé subitement. Et ce qu'il y a, c'est que ça a été que des rencontres exceptionnelles, comme Claude Marteller, qui a fait 7 ans autour du monde en vélo, qui a découvert. Et le but de ce documentaire, c'était pas de faire seulement un documentaire, c'était de faire un cycle de conférences. Et il existe actuellement, on a présenté vendredi passé la première étape de ce cycle de conférences avec des gens exceptionnels. Le cycle de vendredi, c'était la durabilité, respect de la nature, respect de l'environnement. Et le prochain, c'est les économies d'énergie. C'est un peu dans le thème, c'est un ingénieur de l'EPFL qui a la gentillesse de nous faire une conférence exceptionnelle là-dessus. Et c'est de mettre en valeur des gens pas tellement connus ou peu connus dans notre région pour amener à une nouvelle vision ou un regard sur la joie qui peut nous amener la joie. Je sais que vous faites beaucoup de sports, des sports d'hiver, des sports d'été, etc. On est dans un canton qui a privilégié le sport d'hiver de par son histoire touristique, etc. On a aussi, avec Sion, je crois, 3 ou 4 reprises même, été candidat aux Jeux Olympiques d'hiver. Coubertin, je ne connais pas parfaitement, mais l'un des buts de Coubertin, c'était quand même d'apporter de la joie par le sport. Oui. Comment ça vous parle quand même pas mal? Ben, ça m'a passionné depuis tout jeune. J'ai eu la chance tout jeune de faire du sport grâce à mes parents, surtout mon papa qui était très sportif. Il m'a fait découvrir la peau de phoque, le ski alpinisme et le hockey sur glace. Il était entraîneur de hockey quand on était tout petit comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que comme je suis un passionné de la nature, bon voilà, j'ose vous donner un scoop, mais avec un comité de gens exceptionnels, on a un projet sur des prochains Jeux d'hiver durables, éthiques et sur les valeurs de Pierre de Coubertin. Alors ça fait plaisir d'échanger. Bon, mais normalement, Pierre de Coubertin, ça devrait, tous les Jeux Olympiques, on devrait répondre à ces caractéristiques. Ou bien, est-ce que c'est pas un combat presque perdu d'avance, compte tenu de tout ce qui entoure l'aura, on va dire, entre guillemets, de corruption et de financement un peu. Est-ce que c'est pas un registre ce qui me vient en tête maintenant, c'est que là, vous êtes amoureux du vélo, vous êtes amoureux de la nature. Moi, depuis tout petit, parce que ça vient depuis tout petit, je suis vraiment un amoureux de foot. Hein. J'ai fait d'autres sports, mais un amoureux de foot. J'aime beaucoup le foot. Il y a eu les championnats du monde au Qatar. Alors, est-ce que j'ai été contre ma joie de voir du match de foot en boycottant, puisque je n'ai pas regardé le mondial du Qatar, donc je me suis privé de certains moments exceptionnels, je pense. Hein. Là, alors, comment vous... Parce qu'il y a aussi une dichotomie dans un projet de Jeux Olympiques par rapport au noir et au blanc. On sait très bien que la vie est grise. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? C'est que par exemple, le football qui m'a tant apporté de joie dans les rapports, disons, avec mon père, etc., ça a été également un facteur absolument désolant dans d'autres circonstances de ma vie. Comment on fait dans ces moments-là, pour distinguer la direction qu'on doit prendre pour aller dans un moment de joie ou bien pas? Oui. Alors, si on reprend les valeurs de Pierre de Coubertin, vous avez parlé de sport et de joie, et Adolphe Guy, dans le documentaire, il dit « Dans le sport, c'est la meilleure école de vie ». Il nous le dit dans le documentaire, dans le sport, tu apprends à gagner comme tu apprends à perdre. Et c'est vrai que c'est une magnifique école de vie. Et Pierre de Coubertin avait le sport, la joie et l'amitié.
Et dans notre projet, mais je ne veux pas parler au nom de notre comité, qui est un comité exceptionnel, et je me mets plus en retrait de ce comité parce que ça prend une énergie de fou, mais on sent les feux verts. On est dans des feux verts aujourd'hui. Au début, on visait 2030, mais maintenant, on est plutôt sur 2034, 2038 dans ce comité. Et ce qu'il y a, c'est que les joies et le sport de Pierre de Coubertin, c'était l'amitié, créer l'amitié entre les pays. Et là, on est sur un projet de triangle de l'amitié en 3 pays. France, Italie et Suisse, et respect de la nature, et le but c'est de reconstruire. C'est-à-dire, c'est de vraiment utiliser les infrastructures actuelles et montrer à nos jeunes, et Pierre de Coubertin le montrait, au sport amateur. Et on voudrait que s'il y a le ski alpiniste en 2026 à Milan-Cortina, il y aura le ski alpiniste comme épreuve nouvelle au ski alpiniste, il y aura le Freeride World Tour qui rentre dans les Jeux Olympiques, c'est-à-dire l'extrême. On voudrait montrer aux jeunes aussi que c'est possible d'avoir ces Jeux Olympiques à côté de notre maison, et aussi aux sportifs amateurs que faire une épreuve de ski alpiniste comme les champions olympiques. Et ça va redonner une dynamique et on met le sport en valeur. Mais le sport amitié. En tout cas, ceux qui aiment les Jeux Olympiques, le sport, la chose qu'on se dit, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer pour régénérer ça, et on peut pas suivre la route qui a été celle du Comité international olympique de dernièrement, et puis de la FIFA, etc. Vous êtes d'accord avec moi ou bien pas là-dessus? Oui, alors totalement d'accord. D'ailleurs, dans notre comité, on avait quelqu'un qui est spécialiste de la durabilité. Ça, c'est un mot qui va parler aux jeunes, par exemple. Voilà. La durabilité, lorsque vous dites on ne va pas faire je veux dire, il y a des patinoires, on peut occuper les patinoires qui existent, etc. On n'a pas besoin des pistes de bobsleigh, on n'a plus besoin d'en faire, on sait où elles sont, et on doit continuer dans ce sens-là. Je pense que c'est le chemin suivi là. Exactement, et les valeurs de Pierre de Coubertin aussi, c'était développer la culture dans le pays hôte, c'était dire est-ce qu'on connaît le pays, est-ce qu'on peut faire connaître plus le pays et développer cette culture. Et le but, ce serait de faire une chasse au trésor dans les pays concernés pour découvrir la culture de chaque pays. Et ça, je ne sais pas si dans les autres Jeux Olympiques ça se fait. Et pour répondre à votre question, en 2029, il y aura les Jeux d'Arabie Saoudite qui ont été attribués pour l'Asie. Oui. C'est-à-dire, voilà, c'est pour... Mais est-ce que c'est pas quelque chose d'absolument délirant? Alors, franchement, est-ce qu'on n'est pas là dans un espace de délire extraordinaire? Je voudrais pas m'exprimer sur ce sujet-là parce que... Voilà, là on est déjà dans le politique, mais finalement tout est politique. Ma position c'est que tout est politique. Donc la joie elle est politique, donc on devrait pouvoir exprimer quelque chose de sérieux dans la joie à propos de dérives, disons, intolérables, franchement. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que certains disent que ça va amener à plus à cette région, mais ils construisent une ville un peu de A à Z, cette ville. Et ce qu'il y a, c'est que dans le projet qu'on avait transmis, que ce soit aux autorités, mais surtout au comité national, parce qu'il faut toujours aborder les comités nationaux olympiques, et on disait, mais le but c'est de reconstruire, parce que sinon c'est pas très durable. On va surtout maintenir les infrastructures et puis mettre en valeur tout ce qui peut se faire. Et dans l'analyse, bon, je ne veux pas revenir sur Sion 2026, mais ils construisaient presque rien du tout. Ils utilisaient toutes les infrastructures en place. Après, d'avoir un pays, ça veut dire Sion 2026, c'était derrière la Suisse, mais là on a la force de 3 pays et créer l'amitié entre 3 pays. Et quelles sont les valeurs de Pierre de Coubertin? C'était créer l'amitié, la paix aussi, et on est en Europe, à la frontière de l'Europe actuellement en situation de conflit, et ça pourrait être un signe que 3 pays se mettent ensemble pour de nouveau créer la paix et l'amitié, et ce serait merveilleux ou formidable, on dira. Ouais. Et puis, je crois que vous avez fait du vélo au long cours, hein, dans des régions, on va dire... Vous êtes bien renseigné. Non, mais oui, mais j'ai lu vos livres également, hein, deux d'entre eux en tout cas. Dans ces moments de solitude extrême finalement, même si on est accompagné, etc., on est quand même au fin fond du monde, dans des régions désertiques, etc. Il y a aussi cette capacité alors intime en soi-même de trouver la joie sans autrui. Oui. Bah justement, au départ si vous parlez du désert et tout, désert par exemple, oui. de Paris-Dakar en vélo. Déjà, c'est un de mes amis, un de mes très bons amis qui me dit « Eric, il existe le Paris-Dakar en vélo. Je suis sûr que c'est un voyage que tu vas beaucoup aimer. » Et là, j'ai tapé sur Internet, il me parle ça ce soir, je tape. Le lendemain, j'envoie ma candidature pour ce voyage, qui était une course en vélo assez difficile, c'était 7200 km de vélo.
Et j'ai dit, si tu as la chance d'avoir ton dossier retenu pour cette course, tu dois prendre chaque jour comme une opportunité exceptionnelle et d'être joyeux. Et après un mois, on voyait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas joyeux. Ils tiraient, on pourrait dire, la gueule, comme ça, et ils n'étaient pas joyeux. Et là, je suis resté joyeux du début à la fin, et j'ai rencontré des gens exceptionnels, que ce soit l'organisation, les athlètes qui étaient présents, et les gens qu'on a découverts en voyage, où on voyait qu'il y avait des gens très très pauvres, qui n'avaient rien, mais qui nous donnaient presque tout. Ils nous invitaient chez eux, ils nous offraient la soupe chez eux, et on disait, mais c'est exceptionnel. Le monde, quand il est comme ça, il est exceptionnel. Comment le joyeux, parce que quand je me suis dit, Éric Bouta, je l'ai mis dans le mot la joie, je n'avais même pas pensé aux chercheurs de joie, etc. Donc je suis tombé, on va dire, pile poil sur ce qu'il fallait. Comment le joyeux, l'homme qui essaye de chercher la joie, affronte le méchant et le mauvais? Ben justement, si chaque jour on se dit, même qu'il y a des moments difficiles, parce que dans la vie il y a toujours des moments difficiles, on se dit il faut être joyeux, il faut rebondir. Et voilà, je fais un métier aussi où des fois on voit des situations dramatiques ou des sinistres ou des moments difficiles de personnes, et on se dit si il y a ça, il y a aussi des solutions. Et si on se dit, il y a toujours des solutions, en tout cas je me dis toujours ça, devant un gros problème. Ce matin j'étais au téléphone avec un de mes clients, il me dit « Ah mais c'est un gros problème pour moi ». Puis je dis « Mais regarde les solutions ». Et si on est orienté solution, et de nouveau là, si on parlait au début de la constituante, et on voit que ça coince un peu, mais on ne veut pas parler de politique, on a dit, mais il y a toujours des solutions, et les gens qui ont amélioré notre société ont vu les solutions. Et il faut être dans la joie, dans les solutions pour améliorer. Nelson Mandela, il a fait quand même 27 ans de prison avant de retrouver la lumière et puis d'améliorer le sort de sa population. Si vous aviez, disons, une baguette magique et que vous pourriez, ici en Valais, améliorer quelque chose d'un point de vue collectif qui amènerait, qui proposerait plus de joie, ça serait quoi? Peut-être je vais vous aider, peut-être. Vous avez dit que ce qui était très important dans la vie, c'était l'éducation. Peut-être c'est dans cette direction-là que vous iriez, ou bien? Oui, bon, si on commence dans ce thème-là, on revient à la politique. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, justement, avec mon expérience de vie, quand j'ai eu des moments difficiles, ou à Paris-Dakar, où c'était très positif, mais il y a eu des moments difficiles, j'ai appris gentiment à prendre de la hauteur. Et ce qu'on peut dire, c'est que si on est devant le mur, on ne voit plus la hauteur. Et comme j'aime beaucoup la montagne, souvent je prends la hauteur. Et aujourd'hui, si on prend la hauteur, on se dit, mais on vit dans un endroit magnifique, dans une région magnifique. On a un système éducatif déjà exceptionnel. Et on peut toujours améliorer. Si on est orienté solution, si on voit les améliorations qui peuvent être possibles, il y a tout qui peut se faire. Maintenant, nos métiers évoluent à une vitesse exceptionnelle. À l'époque, il y a 20 ans en arrière, on avait des cours d'informatique. Aujourd'hui, ils seraient totalement dépassés, ces cours d'informatique. Mais aussi, il faut que ça suive au niveau de l'éducation. On voit les risques cyber, où il y a des attaques de toutes parts. Et si on revient à la joie, moi, souvent, je prends beaucoup plus de hauteur. C'est-à-dire, oui, on vit une région magnifique. Et si on prend plus de hauteur, et si on revient, parce que là, il y a... je ne sais pas si on peut tourner la caméra, mais il y a Tintin, vous avez Tintin juste à côté, et je vois Tintin et la fusée qui décolle comme ça. On prend la hauteur et on regarde la planète qui est exceptionnelle. Et on est tous humains, et c'est pour ça que c'est le thème de cette année de l'Association des chercheurs de joie, c'est humain relié. Et si on se rend compte qu'on est reliés, nous deux, on est sur le canapé là aujourd'hui, mais si on se rend compte de la pollution dans le monde, de ces 60 grands conflits entre-temps, les gens n'ont pas le temps de s'éduquer. Quand il y a la guerre chez eux, quand il y a des conflits qui durent 20 ans, en Afrique, il y a des guerres civiles qui durent plus de 20 ans. Et si on prend la hauteur et on se dit, mais sur cette planète, elle est merveilleuse. On est dans cette vie, c'est un miracle. Cette vie qu'on vit, c'est un miracle. Et si on prend la hauteur, j'ai beaucoup aimé le témoignage de Nicolas Butet, le père Nicolas Butet, qui a parlé de l'amour. Si on prend la hauteur et on dit, on est là pour expérimenter, pour avoir des expériences de joie, d'être en harmonie avec les gens, il y a tout qui s'ouvre. Et puis, dans 5-10 ans, on a une société qui va beaucoup mieux.
Mais souvent, si vous regardez, je ne sais pas si vous regardez la télévision, les journaux, on nous parle des peurs, on nous fait peur. Bon là, il y a une ambulance qui passe et tout ça, mais on a dans notre vie, on est beaucoup sur les peurs, et si on captive ces peurs, peur de ne pas trouver du travail, ben là on n'est pas bien, et on n'est pas dans la joie. Et c'est vraiment de prendre la hauteur. Pour prendre, c'est une de mes dernières questions, pour être en phase avec l'actualité, je sais que vous êtes assez proche enfin, l'informatique ne vous rebute pas. Est-ce que des programmes d'intelligence artificielle comme ChatGPT et d'autres seront porteurs de joie ou de... D'ailleurs, c'est quoi le contraire pour Spinoza de la joie? C'est la tristesse. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous le centrez du côté de la joie ou du côté de la tristesse? Ben, comme j'ai parlé de solutions, il faut prendre tout comme des solutions. Voilà, ce qu'il y a, c'est que si on revient à Spinoza, il a vécu il y a des siècles en arrière, mais déjà c'était un génie à son époque. Il a découvert en neurosciences des choses qui viennent d'être prouvées maintenant, il y a quelques années en arrière. Frédéric Lenoir, c'est un des premiers livres qu'on a proposé sur la puissance de la joie, mais il a écrit Le miracle de Spinoza, qui parlait de nombreuses langues, qui a une vie exceptionnelle, parce qu'il était passionné aussi de l'univers, des astres, des planètes. Et ce qu'il y a, c'est que on est dans une époque aujourd'hui où l'association des chercheurs de joie, on a dit on met humain relié, mais je pense qu'on est dans une époque, quand on voit les conflits et tout, c'est relier les humains. Et comme on a dit, le but c'est pas de parler de politique, mais c'est une grande mission au niveau politique, au niveau diplomatie, de relier les humains. Parce qu'il n'y a pas qu'un conflit dans le monde, et il y a aussi la géopolitique qui est en train de changer. On voit que l'Asie prend un grand pouvoir, les États-Unis, ils ont leurs problèmes voilà, de dollars, de monnaie. Et moi, ça me passionne, la géopolitique. Depuis tout jeune, ça m'a passionné, peut-être grâce aux cours d'histoire et de géographie, un mélange des deux. Et ça revient, si on revient à la joie, c'est créer cette harmonie. Et là, hier soir, j'étais à une comédie musicale, ils ont dit il y a environ 70 millions d'Irlandais qui ont été découvrir le monde. À cette comédie, c'était une information que j'ai eue là. Et c'est passionnant parce qu'il y a eu des conquérants tout au long de notre vie qui ont découvert la planète et qui ont sûrement amené aussi de la joie, de l'espoir à travers les continents. Et il faut qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit amener à travers les continents ou amener dans l'éducation? C'est de la joie et l'espoir. Ce n'est pas des peurs, ce n'est pas des craintes, ce n'est pas des conflits. J'ai une phrase sous les yeux de Voltaire ici. On peut juger du caractère des hommes par leurs entreprises. Est-ce qu'on peut juger du caractère joyeux ou triste des hommes d'après leurs entreprises? Ben oui, si on revient à Charlie Chaplin qui avait sa devise « Une journée sans rire est une journée perdue » ou « Une journée sans sourire », parce qu'on dit qu'en sourit, on provoque le sourire chez l'autre ou c'est contagieux et on muscle notre visage sur le sourire. Et je pense que si on reprend la vie de Charlie Chaplin, qu'est-ce qu'on juge de Charlie Chaplin? Il a osé dénoncer des choses horribles dans le monde quand même. Il ne s'est pas fait que des amis, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est arrivé en Suisse. Mais d'un autre côté, quand on regarde ses films, ils avaient tous un sens. Il faisait la musique des films. Si vous allez au manoir de Ban, à Vevey, au Corsier sur Vevey, il y a ses poèmes. Et pour moi, c'était un génie. C'est qu'il a laissé parler son cœur. Et son cœur rayonnait de joie et d'amour pour les autres. Ici, à l'index, les moments de bonheur, c'est surtout à travers les livres. Je veux vous en proposer un aujourd'hui, qui est un conte, on va dire, de dénonciation politique, d'un membre de l'Académie française qui a changé de maison d'édition pour les motifs qui sont expliqués, on va dire, dans le livre. C'est Histoire d'un ogre, de Éric Orsenat, qui est publié aujourd'hui chez Gallimard et qui, à travers un conte, met en accusation, on va dire, le système, on va dire, de prédation des médias, des maisons d'édition, etc., par un ogre. Je crois que je vais remercier, merci pour ce moment, Éric Vuta, et j'espère qu'on aura apporté des moments de joie, un moment de joie à ceux qui vont nous écouter. En tout cas, j'ai eu grand plaisir
à ce que vous répondiez favorablement à cette requête. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous découvrir dans vos locaux et tout le monde est bienvenu via notre site Chercheurs de joie, vous pouvez aller dessus, à ce cycle de conférence qui est gratuit, ouvert à tout le monde et vraiment on essaie de mettre en valeur des gens qui rayonnent et qui amènent plus de joie à travers notre société. Ok, au revoir. Merci.